Depuis le début du conflit à Gaza, les attaques de l'armée israélienne ont causé la mort d'environ 54 000 personnes, un chiffre en constante augmentation. Après près de 3 mois de blocus total, Israël a fini par autoriser l'entrée d'une aide humanitaire très limitée. Les détails à retrouver dans ce journal. Visite officielle de travail du président du Congo-Brazzaville en France, Denis Sassou Nguesso, sera reçu aujourd'hui à l'Élysée par son homologue français, Emmanuel Macron. Nous y reviendrons également en détail dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Près de 54 000 personnes tuées par l'armée israélienne depuis le début de la guerre à Gaza. Un bilan qui s'alourdit tous les jours un peu plus. Le ministère de la Santé palestinien comptabilise en ce moment quasiment une centaine de morts supplémentaires par jour, alors que l'État hébreu bombarde sans relâche les civils de Gaza. La population est aussi exposée à la famine. Après presque 3 mois de blocus total, Israël a cédé à la pression internationale en laissant entrer une quantité minimum d'aide humanitaire qui est loin de combler les besoins de la population. À Gaza, Teima ne mange presque plus. Le peu qu'elle trouve, elle le donne à sa fille de 4 ans. Une cuillère de maïzena dans de l'eau, faute de pain. Sur les marchés, les prix explosent. 40 € le kilo de farine, souvent infesté d'insectes. Dans le nord de l'enclave, l'aide humanitaire se fait toujours attendre. Après 2 mois et demi de blocus, Israël autorise l'entrée de vivres, non, pour des raisons humanitaires, mais diplomatiques. Si des images de farine circulent, nos alliés ne pourront plus soutenir la guerre, justifie Benjamin Netanyahu. Dans une vidéo adressée aux dirigeants français, britanniques et canadiens, le Premier ministre israélien rejette toute critique. Il compare le slogan Free Palestine à un salut nazi et accuse ses détracteurs d'hypocrisie. Recherché pour crimes de guerre, il affirme que soutenir le Hamas, c'est être du mauvais côté de l'histoire. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, entame une visite de travail en France de 2 jours. Ce vendredi 23 mai, celui-ci doit notamment être reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, qui a également dîné jeudi soir avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à l'occasion de sa tournée en Europe. Présentée comme une opportunité de relancer les partenariats franco-anglais, la visite officielle de Denis Sassou Nguesso à Paris s'étend sur 2 jours. La France reste le premier bailleur bilatéral du Congo-Brazzaville et près de 200 entreprises françaises y sont implantées. À l'Élysée, on annonce la signature de conventions sur la rénovation de la corniche de Brazzaville, la création d'une académie contre la criminalité environnementale et d'une structure de gestion des aires protégées. Mais au-delà de l'économie, la crise dans la région des Grands Lacs s'invite au menu. Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso doivent discuter d'une sorte de crise entre la RDC et le Rwanda, avec en ligne de mire la souveraineté de Kinshasa sur l'ensemble de son territoire. Côté congolais, on insiste sur l'amitié historique avec la France. Mais un dossier sensible continue de faire ombrage, celui des biens mal acquis. Une affaire lancée en 2007 est toujours en cours. Elle vise le président Sassou Nguesso et ses proches. Dernier rebondissement, la perquisition en mars dernier de l'appartement parisien de la première dame, Antoinette Sassou Nguesso. Un contentieux judiciaire que Brazzaville déplore, tout en disant vouloir aller de l'avant dans la coopération. Ce vendredi 23 mai, le ministère de la Défense sud-coréen a assuré qu'il n'y avait pas eu de discussion avec Washington sur le retrait des troupes américaines de Corée du Sud suite à des informations du Wall Street Journal que les États-Unis envisageaient un retrait partiel. Selon le Wall Street Journal, Washington envisage de retirer 4 500 soldats américains de Corée du Sud pour les déployer ailleurs, notamment à Guam, dans le Pacifique. Une hypothèse sensible alors que 28 500 soldats américains sont actuellement stationnés en Corée du Sud pour faire face à la menace nord-coréenne. Séoul, de son côté, demande fermement qu'il n'y a eu aucune discussion à ce sujet, rassure le ministère sud-coréen de la Défense. L'accord bilatéral renouvelé en 2024 prévoit d'ailleurs un engagement financier accru de Séoul, plus 8,3% de contribution, soit près d'1 milliard d'euros annuels. Le gouvernement sud-coréen rappelle que la présence américaine reste un élément clé de l'alliance stratégique entre les deux pays, essentiel pour dissuader Pyongyang et maintenir la stabilité dans la région. Pas de commentaires officiels côté américain pour l'instant. Les forces États-Unis en Corée du Sud renvoient toute communication à Washington.
En République démocratique du Congo, le Sénat a voté ce jeudi 22 mai dans la soirée à une large majorité la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Il a été accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones à l'est du pays. C'est une décision historique. Les sénateurs congolais ont massivement voté en faveur de la levée de l'immunité de l'ex-président Joseph Kabila. Résultat du scrutin, 88 voix pour, 5 contre, 3 abstentions. Cette levée d'immunité ouvre la voie à des poursuites par la justice militaire. Kabila est accusé de trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel en lien avec l'AFC M23 dans l'est de la RDC. Dans les rangs de l'UDPS, les réactions oscillent entre prudence et satisfaction. Certains rappellent la présomption d'innocence, d'autres saluent en tournant symbolique. Aucun Congolais n'est au-dessus de la loi, dit l'un. Nous devons prêcher l'exemple, affirme un autre. Joseph Kabila, lui, dénonce une manœuvre politique, une décision prise dans la précipitation. Selon lui, sans respect des équilibres institutionnels. Ces partisans du PPRD crient à la chasse aux sorcières. Ils contestent même la légalité de la procédure, rappelant que l'ancien président sénateur à vie est censé bénéficier d'un régime spécial. Seul le Congrès, affirme-t-il, peut autoriser des poursuites. La justice ivoirienne s'est prononcée dans l'affaire qui opposait Valérie Yapo, membre du bureau politique du PDCI, à la direction de son parti, jeudi 22 mai. Alors que celle-ci contestait l'élection de Tidjane Thiam à la tête en 2023, la renonciation de ce dernier à sa nationalité française en janvier dernier, puis sa démission, suivie de sa réélection quasi immédiate à la tête de la formation au début du mois de mai, ont vidé le dossier de sa substance. En Côte d'Ivoire, la justice a tranché. La plainte de Valérie Yapo contre la direction du PDC est désormais sans objet. En cause, Tidjane Thiam a entre-temps démissionné, puis a été réélu à la tête du parti lors du congrès du 14 mai. Le tribunal a aussi rejeté la demande de dédommagement symbolique, mais a annulé la sanction disciplinaire infligée à Valérie Yapo en octobre dernier. Une suspension déjà levée par le parti depuis mars. Pour son avocat, cette décision est avant tout symbolique. Son honneur est sauf, affirme-t-il. Tidjane Thiam conserve donc la présidence du PDC, mais reste pour l'instant éligible à la présidentielle d'octobre. En cause, sa radiation des listes électorales. Selon la justice, il n'était plus ivoirien en 2022 car il détenait encore la nationalité française acquise en 1987. Un argument juridique très contesté par sa défense. La perte de nationalité ne peut pas être automatique, estime son avocat, maître Rodrigue Dadje. Depuis mars, Tidjane Thiam a officiellement renoncé à la nationalité française. Le ministère de la Justice considère qu'il est de nouveau ivoirien. Reste à savoir si cela suffira de valider sa candidature. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.